Une thématique sensible dans ce débat versus celle de l'aide aux personnes en situation de handicap. Pour certains, c'est le grand oublié des politiques sociales à Bruxelles. Et pourtant, des choses sont mises en place. Alors est-ce une question de moyens uniquement ou aussi de volonté, témoignages et échanges d'idées concrètes dans ce débat? Bienvenue sur le plateau de Versus. Et avec nous, Camille Desmarais, bonjour. Vous êtes la maman d'Iris, enfant de 5 ans, polyhandicapée. Vous nous expliquerez ce que c'est votre quotidien, notamment en matière de déplacement. Ça paraît tout simple, ça ne l'est pas. Jean Wouters, bonjour. Vous dirigez une ETA, Travi, c'est son nom. Vous nous expliquerez comment vous faites travailler des personnes en situation de handicap et puis quelles sont vos demandes, vos attentes, ce qui fonctionne, ce qui pourrait mieux fonctionner également. Et puis parce que la question est en partie politique, Jamali Kasban, bonjour. Vous êtes député au Parlement bruxellois, vous suivez ces questions pour le Parti socialiste. C'est aussi le parti du ministre-président Rudy Verwoerd qui a cette compétence. Madame Desmarais, quand vous amenez votre fille qui a 5 ans dans son institution, à l'école, ça se passe comment? C'est rien que le trajet, c'est pas un trajet, c'est un parcours, hein, vous me disiez. Oui, alors depuis la rentrée, depuis le jour de la rentrée, nous avons appris que le bus scolaire, qui fonctionnait les 2 années précédentes, était supprimé pour le moment et qu'il manquait 33 circuits. Donc ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on se bat pour avoir un bus scolaire. Et la raison, vous l'avez évoqué, c'est que sans ce bus scolaire, sans ce car scolaire, c'est un calvaire. Les taxibus ne viennent pas ou sont en retard. Les taxis verts sont parfois occupés par plusieurs personnes, donc il faut déposer une autre personne à l'hôpital avant de déposer Iris à l'école. Les transports en commun avec une enfant polyhandicapée, déficiente visuelle, autiste, handicapé moteur. Voilà, pour aller d'Ixelles, chez moi, à Uccle, qui est à 6 km, à l'école d'Iris, c'est à 6 km. C'est tout bonnement impossible. C'est impossible, pourquoi? Pour expliquer, vous pouvez l'expliquer aux parents qui nous regardent? Bien sûr, pour des problèmes de mobilité. Iris marche très doucement, se fatigue très très vite. On pourrait la mettre en poussette, mais une poussette fauteuil comme on a aujourd'hui pour qu'elle soit adaptée à ses besoins, c'est très encombrant. Les chauffeurs de bus de la STIB ou du TEC ne sont pas toujours patients. Donc nous demandent de nous presser pour sortir, nous demandent de nous presser pour rentrer, sans compter qu'il y a également le regard des gens qui se pose sur notre fille et qui est assez désagréable. 2 changements, ça veut dire se trimballer encore une fois avec la poussette, descendre, monter, attendre dans le froid ou dans le vent ou avec le bruit, parce que le bruit est un problème aussi pour ma fille, malgré le casque anti-bruit qu'elle porte la plupart du temps. Et une fois que je suis arrivée à l'école d'Iris, donc tout au bout de la chaussée de Waterloo, moi je dois aller travailler à Madou. Comment je fais pour arriver à l'heure au travail? Alors il reste la solution des chèques taxi qui m'ont été proposés par la COCOF. J'ai essayé pour faire le trajet maison, travail, école... non, pardon, excusez-moi. Maison, école, travail, je mets 2 heures. Donc c'est impossible à combiner. C'est impossible de combiner vie personnelle, vie d'éducatrice pour mon enfant, vie de chauffeur pour mon enfant et vie professionnelle, tout simplement. Jean Wouters, cette question du transport, vous faites travailler plusieurs centaines de personnes en situation de handicap. Comment viennent-ils vos ouvriers manutentionnaires? Mais donc, effectivement, donc je rejoins aussi, on a quelques soucis. Globalement, je dirais pour l'ensemble, la majorité, ça se passe pas trop mal puisqu'on a une multitude effectivement de transports utilisés chaque jour. Donc on est à Anderlecht et donc il n'y a pas trop loin de la gare du Midi, donc ça permet aussi à des gens qui viennent entre autres de Wallonie de venir en train par exemple. Tous vos travailleurs ne sont pas polyhandicapés non plus. Non, effectivement. Donc nous avons effectivement des personnes avec des difficultés de déplacement, mais aussi on a une majorité qui sont, je dirais, tout à fait mobiles et en capacité de prendre des transports en commun. Donc c'est la STIB, c'est le métro, c'est la SNCB effectivement aussi. Et nous avons, je rejoins aussi Madame concernant Taxibus, où l'appel à ce service-là est compliqué effectivement, parce que, et je sais qu'il y a un problème aussi de nombre de véhicules à disposition, mais c'est souvent du retard. Et on a parfois des gens qui restent après les heures du bureau pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et donc on doit évidemment nous rester aussi pour les accompagner dans l'attente du taxi, donc c'est un vrai souci.
à part cela, nous avons aussi donc un bus que nous finançons qui vient d'une maison d'accueil, en fait, historiquement, qui faisait partie du groupe. Et donc, pour vous donner une idée, c'est quand même 6 000 € par mois pour quelques travailleurs, donc ça coûte cher. On a de l'aide, certes, mais malgré tout, le poste de transport, donc c'est environ 335 personnes qui viennent chez nous, hein, donc chaque jour, donc c'est effectivement une OTA assez importante pour Bruxelles. C'est sous contrôle, mais ça coûte de l'argent et où sur certains cas spécifiques, on a des problèmes logistiques, clairement, oui. Jamali Kasbor, madame est venue s'exprimer au Parlement en commission, elle a témoigné. Voilà, vous avez ici un témoignage d'un chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez reconnaître que sur la question des transports, aujourd'hui, il y a une urgence, il faut faire quelque chose parce que ce qui est proposé, visiblement, n'est pas suffisant. Je précise aussi, où vous pourrez l'expliquer, qu'il y a le taxibus et puis il y a le service que madame a évoqué avec une société de taxi qui visiblement ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Certainement. Donc, non seulement il y a urgence, mais il y a des problèmes réels. Donc, madame les a exprimés très bien et je voudrais d'abord la remercier pour son témoignage. Je voudrais surtout la remercier parce qu'elle se fait le porte-voix de beaucoup de familles qui ne s'expriment pas, beaucoup de personnes, beaucoup de parents solos, majoritairement des femmes, qui se retrouvent dans le désarroi le plus total. Alors, la situation, elle est problématique. Elle a été déjà dénoncée déjà au mois d'août. Elle est problématique parce qu'il y a une pénurie de chauffeurs en réalité, une très grosse pénurie de chauffeurs. Et c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs qui connaissent aussi des pénuries de chauffeurs. Il n'y a qu'à voir dans le taxi. Je pense que c'est peut-être aussi l'occasion, entre parenthèses, de faire un appel à tous les candidats chauffeurs. Alors, c'est un métier qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Il faut avoir une certaine empathie pour conduire, pour faire ce type de transport. Il faut avoir une certaine motivation, un certain amour de ce service-là. Puis il y a les chauffeurs, mais il n'y a pas que les chauffeurs, il y a les accompagnateurs aussi, parce que Iris fait partie de ces enfants qui ont une difficulté très lourde et des enfants qui ont besoin d'un transport particulier, même si je pense qu'ils sont près de 3000 à se déplacer avec la COCOF, 1800 à se déplacer avec des abonnements ce type. D'ailleurs, donc le taxibus, vous dites manque de chauffeurs, ok. Est-ce qu'on peut y pallier, on lance un appel? Le transport de la COCOF manque de chauffeurs. Donc ça, je trouve qu'il faut faire un appel parce que en fait, tout le monde peut devenir chauffeur avec un permis B d'un bus, d'un petit bus qui conduit les enfants à l'école. Sur le système de sous-traitance au taxi, voilà, madame à côté dit, ça ne fonctionne pas non plus. Monsieur confirme. Alors, il y avait apparemment un contrat avec une société de taxi, dont je ne vais pas citer le nom, mais qui ne fonctionne pas pour différentes raisons. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'on n'a pas facilité la vie au secteur du taxi ces dernières années. Donc là aussi, il y a un problème. Mais il y a toute une série d'autres sociétés de taxi qui se mobilisent. Moi, j'ai appris, par exemple, que dans le cadre de la cellule de crise qui a été mise en place par le ministre-président, il y a des taxis qui ont fait, qui ont fait certaines offres, en tout cas, de transport, soit particulier, soit spécifique, pour une personne, pour un seul enfant, ou soit collectivement quand c'est possible. Parce qu'évidemment, il y a des enfants qu'on peut transporter collectivement, d'autres pas. Donc moi, je pense que la situation de crise, il va falloir la gérer. On est dans une crise, et madame fait bien de le dire et de le dénoncer. Il va falloir trouver des solutions actuelles, mais il va falloir aussi, et je l'ai entendu dans son témoignage, aussi trouver des solutions pour après, pour demain, des solutions beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables, pour ne plus être confrontés. Parce que j'ai envie de vous dire, dans le témoignage de madame, c'est qu'en réalité, les gens doivent vraiment prendre conscience que madame dépense énormément d'énergie à venir revendiquer et à venir attirer l'attention sur des problématiques très importantes, très graves, alors que cette énergie, elle pourrait la consacrer pour elle-même ou pour son enfant. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et quelque chose qu'on doit éviter à l'avenir et on doit y mettre les moyens nécessaires. Vous l'avez amené comment, votre fille, aujourd'hui à l'école? Alors aujourd'hui, l'école a mis un bus à disposition depuis 15 jours. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Ça leur coûte 5 000 € par mois pour un bus, donc ça va s'arrêter à la Toussaint. Après la Toussaint, aucune solution ne nous est proposée. Donc la COCOF nous dit qu'elle travaille depuis un mois à trouver des solutions. On ne parle qu'au futur. Il va falloir, nous devrons, aujourd'hui... L'urgence, elle est là, elle est maintenant. Elle était là il y a un mois. Où est l'anticipation là-dedans? On parle d'êtres humains, on parle d'enfants. On ne peut plus continuer comme ça. Effectivement, mon énergie, je pourrais la mettre ailleurs. Je travaille. Je travaille. J'ai plusieurs rôles. J'ai le rôle de maman d'une enfant en situation de polyhandicap aussi, qui est très, très lourd. Mais cette énergie, je la dépense pour tous les autres parents, pour tous les autres enfants, et pour qu'enfin on parle
de nous. Jean Wouters, du côté des entreprises de travail adapté aussi, on a des échéances. Hein, vous êtes le couteau sous la gorge, j'ai bien communiqué, plusieurs, près de 1500 travailleurs sont menacés aujourd'hui. Vous lancez aussi un appel au gouvernement. Oui, c'est clair et nous avons lancé notre, entre guillemets, appel au secours, mais c'est une réalité il y a quelques jours, parce que la situation qui est plus que bruxelloise, qui est belge, qui est européenne et même mondiale, on le sait, elle est très compliquée pour les entreprises, avec des enjeux majeurs. Ici, effectivement... Le problème, c'est quoi? C'est la crise en général? C'est la crise énergétique? C'est le mixte, effectivement, d'inflation sur nos coûts d'énergie et de frais de fonctionnement de l'entreprise. C'est évidemment les index multiples, comme je le dis toujours, heureusement qu'ils sont là pour les travailleurs, mais néanmoins, nous avons une part propre à charge pour l'ensemble des ETA de Bruxelles et sans doute d'autres ETA aussi dans le pays. Et donc, en fait, ces deux indicateurs nous provoquent des augmentations énormes en fait, de dépenses qu'on ne parvient pas à intégrer dans notre activité. Nous sommes une ASBL, donc on doit effectivement offrir, et c'est tout le but, et c'est le premier but évidemment, qui est cette inclusion sociale par le travail des personnes porteuses de handicap, et ça reste évidemment dans notre priorité, mais nous devons aussi bien gérer notre entreprise de travail adapté, et donc être à l'équilibre. Et ici, clairement, en ayant des clients et en ayant même adapté certains prix de nos prestations, ça passe pas toujours facilement. On ne s'en sort pas tout simplement. Combien demande votre secteur pour mais donc en fait, qui sont sortis, pour ça être se compte en millions. Oui, mais pour être très clair, le compte d'exploitation, donc la perte d'exploitation potentielle est recalculée tout récemment par l'ensemble des ETA de Bruxelles, s'élève à plus de 5 millions d'euros. Ce que nous demandons, c'est très clair, c'est une enveloppe de 3 millions conjoncturels pour cette année-ci, pour simplement garder la tête hors de l'eau. Certaines ETA ont d'autres problèmes plus structurels, on n'y vient pas. Ici, on est vraiment simplement pour compenser, je dirais, le surcoût que nous avons dû à la crise que l'on connaît tous. Et ça permettra aux ETA de survivre. On parle de survie parce que certaines commencent à rentrer dans des zones rouges de trésorerie. Et je vois mal, honnêtement, avoir une faillite éventuelle d'une ETA, ce serait une catastrophe en termes social. Jamali Casban, le gouvernement est en conclave, hein, vous n'êtes pas ministre, vous êtes député, on le rappelle, mais enfin voilà, 5 millions, 3 millions au minimum, on peut trouver ça dans les finances bruxelloises ou c'est pas si évident? Je dirais on doit trouver. J'aime bien la réponse. Voilà, on doit. Et peut-être, je me permettrai, si vous voulez... Ma question suivante fera peut-être moins sourire tout le monde, hein, mais donc vous dites 3 millions, on peut trouver? On doit trouver. On doit trouver? On va trouver? On doit trouver, et je sais que Rudy Vervoort, le ministre en charge, c'est ce qu'il a déposé comme demande en conclave budgétaire. Voilà. Ok, donc je compte sur l'ensemble du gouvernement. Monsieur Wouters nous disait aussi les indexations. Alors il y a l'indexation des prix, il y a l'indexation des salaires. Oui. Elles pèsent parce que vos travailleurs sont indexés? Oui, donc alors, en fait, nous bénéficions de subsides donc, par type de handicap qui compensent et qui pallient justement, je dirais, j'aime pas ce terme, mais le manque d'effectivité des personnes. Et voilà, c'est normal. C'est pour que nous proposions aussi des prix de marché. Donc, il n'est pas question au sein des ETA d'être en dessous de prix de marché. On doit offrir en fait les mêmes prestations qu'une entreprise classique. Ces subsides sont effectivement indexés. C'est ce que monsieur le ministre Vervoort a bien confirmé. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une partie, environ 40%, des salaires qui ne sont pas subsidiés, sur lesquels nous avons l'index aussi. Et c'est cette partie-là, en fait, qui nous coûte, puisque là, on parle d'un dépassement de 2,4 millions sur les 3 millions, simplement d'index. Je vous rappelle, on va être au 5e index déjà cette année, au mois de novembre. Et donc là, Jamali Casban, on est sur une question qui est politique. Hein. Est-ce qu'on peut envisager, en région bruxelloise, de faire cet effort d'un saut d'index, par exemple pour les entreprises du travail adapté, pour les aider à payer les travailleurs, ou bien politiquement, c'est pas défendable pour le socialiste que vous êtes? Alors, moi, j'ai pas entendu de la part de M. Wouters une demande de saut d'index. Non, mais j'ai dit que l'indexation coûte très cher. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un geste là-dessus? Il n'a pas dit qu'il fallait un saut d'index, et je suis très content d'ailleurs qu'il ne l'a pas demandé, parce que d'abord, le saut d'index, c'est un droit pour les travailleurs. Et moi, je me vois mal demander un saut d'index pour une catégorie de travailleurs, en l'occurrence les personnes qui ont un handicap, et pas les autres. Voilà. Si certains ont le droit d'avoir un saut d'index, ces travailleurs ont aussi ce droit-là. Par contre, qu'on réfléchisse à des moyens et des possibilités pour éviter des faillites de ces ETA. Et je rappelle quand même, parce que monsieur a été très modeste, mais les ETA, entreprises de travail adapté, il y en a 12 ici qui emploient près de 1500 personnes. Donc c'est des personnes qui présentent des handicaps, il suffit d'aller les voir. Il y a des gens qui font du jardinage, des gens qui travaillent en boulangerie, il y a des gens qui emballent du chocolat et des bonbons. Peut-être qu'il faudrait faire appel d'ailleurs à nos entreprises bruxelloises pour devenir des clients de ces ETA. Ils font un travail formidable. Et au-delà de fournir un travail aux personnes qui prennent un handicap, c'est un lieu de socialisation.
Vous donnez un sens à la vie de ces personnes et c'est extrêmement important. Pour le reste, pour revenir à vos questions, je pense que vous avez aussi connu la crise Covid, comme les autres entreprises. Je pense qu'en 2020, le gouvernement a débloqué plus de 6 millions d'efforts supplémentaires pour aider les ETA. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une crise avec les frais de l'énergie, avec ces indexations, tout ce que vous avez évoqué. Parce qu'évidemment, la COCOF subsidie la partie des travailleurs qui présentent un handicap. La COCOF n'est pas compétente pour le reste, et 40% dont monsieur a parlé. Et par rapport à ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effort de 3 millions qui est demandé, je pense que c'est un effort qui est porté par Rudy Vervoort. Et actuellement, justement, le gouvernement est en pleine négociation. Donc j'ose espérer que tout le monde entendra cet appel. Je confirme que nous avons eu une écoute attentive de M. Vervoort. Donc j'ai bon espoir. Vous vous sentez écouté. Quand vous allez à COP, vous vous sentez écouté. Vous nous disiez, Madame Desmarais, quand on rencontre les administrations, les pouvoirs publics, on nous parle toujours au futur. Oui. Comment est-ce qu'on vous a annoncé le ou les handicaps de votre fille et est-ce qu'on est accompagné comme parent à ce moment-là? Parce que M. Icazban disait quelque chose qui est interpellant. Il nous dit, mais finalement, la COCOF intervient pour la partie handicapée du travailleur, ce qui est logique. Mais quand on est parent, qu'est-ce qui se passe quand on vous dit votre enfant a tel handicap? Et puis quoi? Alors, on tombe dans un gouffre. On est englouti et les portes du monde tel que vous le connaissez, vous, se ferment. On vit dans une société validiste qui est faite par et pour les personnes valides. Il n'y a pas d'accompagnement. On reçoit un papier avec un nombre de points. Alors, c'est très étonnant. C'est comme un jeu. Voilà. Iris a 21 points. Et on nous annonce juste sur un papier, voilà, 21 points, polyhandicapé, effectivement, officiellement reconnu. Vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. Et c'est tout. Le reste, on le découvre grâce aux associations. Et il faut rappeler que dans ce pays, les associations sont la plupart du temps créées par des parents dont l'enfant est en situation de handicap. D'accord ? C'est ces associations-là qui aident les parents. On est complètement délaissé. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'explication sur ce que veut dire le handicap, sur quel va être l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont exclus. L'inclusion, c'est un beau terme qui est utilisé à longueur de temps. Alors, je n'y crois pas. Aujourd'hui, en Belgique, nous ne sommes pas dans une politique d'inclusion. Vous me disiez que votre fille aurait pu faire ses maternelles dans une école ordinaire. Toute polyhandicapée qu'elle est, oui, je suis persuadée qu'elle aurait pu l'être. En Italie, les écoles spécialisées n'existent plus. Les centres spécialisés n'existent plus. On est dans un véritable système d'inclusion. Ma fille a 5 ans. Elle est déjà parquée. Il y a une école à Bruxelles qui l'accepte. Lire ça. Et je leur en suis très, très reconnaissant. Mais le problème, et je terminerai sur ça, c'est que si on exclut dès le départ les enfants en situation de handicap, vous savez ce qui se passe, nous, au quotidien ? Ma fille rencontre des enfants de son âge, elle veut aller vers eux, elle veut leur parler. Les autres enfants ne lui répondent pas. Au parc, ils ne lui répondent pas. Dans le hall de l'ascenseur, ils ne lui répondent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais vu d'enfants en situation de handicap. Ma fille, l'exclusion de ma fille, la solitude de ma fille, elle commence maintenant. Voir son enfant vivre ça, ça brise le cœur. Voilà. Et j'ajoute encore une dernière chose. On est exclu par rapport au système scolaire. Les loisirs n'existent pas. Rien n'est fait pour nos enfants. Rien n'est fait pour les personnes en situation de handicap. Les centres de loisirs, les plaines de jeux l'été, je la mets où, ma fille ? Rien n'existe. Jean-Marie Icazban, brièvement sur cette question des loisirs, est-ce qu'on peut contraindre, on va revenir après avec M. Houter sur le monde de l'entreprise que vous connaissez bien parce que vous n'avez pas travaillé que en ETA, mais est-ce qu'on peut contraindre des organisations de jeunesse, des mouvements, des plaines communales, vous avez d'ailleurs toujours conseiller communal, vous avez été un mandataire local, est-ce qu'on peut les contraindre? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller au-delà de ces initiatives dont on parle parfois sur BX1, mais on nous le dit, c'est toujours, ça se passe maintenant, c'est pas assez généralisé, nous dit madame. Alors, moi je veux dire d'abord... parce que madame a fait plusieurs remarques importantes et je trouve qu'il faut s'attarder à ce que madame vient de faire passer comme message. Je vais répondre aux questions, mais il y a tellement de choses à dire. Non, mais moi, j'aimerais bien un jour qu'on arrive à une situation où on n'ait plus besoin d'avoir un ministre en charge du handicap. Moi, je voudrais que ce soit une thématique qui est transversale. Pour moi, tous les ministères, tous les budgets, tous les départements doivent s'imprégner de la logique dorénavant, changer leur façon de voir les choses, leur paradigme par rapport à la personne qui présente un handicap. Ça veut dire que ça existe déjà en région bruxelloise. Mais par exemple, il n'y a aucune commune qui peut prétendre un subside pour rénover une infrastructure sportive ou aménager un espace de jeu s'il n'est pas accessible, par exemple, aux personnes qui présentent un handicap. Donc il y a des règles qui sont quand même en place. Il y a des règles qui sont en place. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Par rapport à ce que madame a dit,
quand on découvre son enfant dans cet état, dans cette situation, on est dans un trou noir. On est dans un trou noir. Elle dit, et moi, c'est le témoignage que je reçois de beaucoup de parents, beaucoup de gens. Bon, je connais aussi un peu la situation. Les gens se sentent isolés, vivent un véritable isolement. Et je pense que c'est là que nous, on peut agir. Par exemple, madame expliquait qu'elle doit conduire sa fille, elle doit trouver une solution, elle doit retourner au travail. Elle a certainement un employeur qui lui permet peut-être d'aménager le travail, mais tout le monde n'a pas cette chance, ce luxe. Et je pense qu'ici, en Belgique, il faut aussi qu'on prenne conscience que ce que fait madame, c'est un travail d'utilité publique. On appelle ça les aidants proches, mais les aidants proches, il leur faut un statut. Il leur faut un véritable statut et une véritable protection. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas pris ce statut. Ça veut dire que ces gens... Vous avez dit pourquoi ? Alors, je ne l'ai pas pris parce qu'il y a deux possibilités, le prendre sans ouverture de droit et le prendre avec ouverture de droit. Avec ouverture de droit, nous avons droit à 6 mois d'interruption de travail sur une carrière. J'ai 39 ans, je vais terminer de travailler à 67 ans. Il me semble que dans 6 mois, ma fille sera toujours polyhandicapée. Et si je décide, par exemple, pour avoir du répit, de prendre 1 mois à temps plein pour m'arrêter, me reposer et m'occuper convenablement de ma fille ou la conduire à l'école, je toucherai 767 € net pour le mois. C'est pour ça que madame a besoin un vrai statut qui lui garantit son traitement. Et que son traitement ne bouge pas parce qu'elle s'occupe de son enfant. Elle s'occupe de son enfant, elle rend service à l'ensemble de la société, je le rappelle. Un traitement et un statut qui lui permettra aussi d'avoir une pension digne et décente plus tard. Parce que c'est le travail toute une vie, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas quelques mois. Monsieur Wouters, dans les entreprises privées, est-ce qu'il y aurait de la place ? Est-ce qu'il y aurait moyen, si vous retourniez dans les entreprises purement commerciales, pas de travail adapté que vous avez dirigé par le passé, est-ce que, avec votre expérience aujourd'hui, vous pourriez intégrer ? Parce que finalement, peut-être que vous servez parfois un peu de paravent au secteur privé. Certainement. Et oui, je réponds oui en partie. Je crois qu'il faut être très réaliste aussi. C'est clair que dans beaucoup d'entreprises, petites, moyennes ou plus importantes, il y aurait certainement de la place. J'en ai connu d'ailleurs dans des entreprises dans lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Elle ne joue pas le jeu aujourd'hui, elle n'engage pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles ne jouent pas le jeu, c'est qu'en fait elles ne sont tout simplement pas au courant, comme disait madame. J'aime pas du tout ce terme, mais il faut être fort aussi dans ce qu'on exprime. Les ETA, à la limite, tout le monde est content qu'on existe. On y met et on y place et on y fait travailler les personnes soumises à handicap. Qui pourraient travailler dans des entreprises ordinaires. Certains, oui, certainement. Et pas tout le monde, sans doute, non plus. Donc, il ne faut pas dire, voilà, les ETA n'existeront plus et c'est très bien. Non, je crois qu'on a aussi un rôle à jouer de centralisation de certains types de tâches, d'accompagnement, d'encadrement. On le voit maintenant. Je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, on ne fait pas que de la mise au travail. C'est la base et les gens viennent là pour travailler. Mais on a une aide sociale par des assistantes sociales qui font d'ailleurs un travail remarquable tous les jours. Et qui va devenir de plus en plus compliqué avec ce que ces travailleurs et ce que ces personnes vont vivre aussi dans les prochains mois, je le crains, avec les factures de gaz, électricité, etc. Donc on a cet accompagnement-là qu'on joue aussi. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, clairement, c'est cette frontière, je dirais, de monde qui est encore beaucoup trop forte aujourd'hui. Et je l'avoue moi-même aussi, en ayant travaillé dans d'autres types d'entreprises avec des gros guillemets classiques, on n'y pensait même pas du tout. Et les ETA, c'était encore une image d'atelier protégé dans le temps. Et quand on avait la sous-traitance à mettre en place, voilà, on allait au plus rapide, plus pressé. Et puis c'était sans doute une autre entreprise traditionnelle qui allait prendre. Alors qu'il y a, comme le disait M. Icasman, il y a tout à fait possibilité, beaucoup de manière proactive, d'aller vers. Et il y a certains pays qui imposent cela d'ailleurs en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises classiques, de faire appel à la sous-traitance en ETA. Je vais devoir vous sucrer parce que ça fait déjà un moment qu'on parle, on a dit beaucoup de choses. Et je voudrais vous entendre encore une dernière fois pour l'ultime tour de table, mais avant un jingle. Mais oui, on touche au bout de cette émission. Et donc, madame, en 30 secondes, quelle est pour vous, madame Desmarais, la priorité, l'urgence même, en matière de politique de handicap à Bruxelles ? Que le handicap principal des personnes en situation de handicap ne soit plus la société dans laquelle vous vivez. Vous voulez dire qu'on voit les gens que comme un handicap, il n'y a pas de place pour eux dans la société ? Vivre dans une société inclusive, réellement inclusive. Monsieur Wouters. Qu'on puisse nous donner ce coup de pouce aujourd'hui, mais aussi demain, dans les prochaines années, pour continuer à faire notre métier
et à accueillir dans les ETA les personnes porteuses de handicap, c'est fondamental pour notre société. Dans quelle société avec un grand S voulons-nous vivre? C'est la vraie question. Jean-Marie Casvan, quelle sera votre priorité politique là pour les moi, je mois à reviens venir? sur ce que vient de dire monsieur. Dans quelle société on veut vivre? Et je pense qu'il faut prendre conscience que les personnes porteuses de handicap, c'est une chance pour nous. C'est une chance de se remettre en question par rapport à la société qu'on veut. Au lieu d'adapter ces gens à la société, c'est l'inverse. C'est la société qui doit s'adapter au rythme de ces personnes. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur cette question importante. C'était l'occasion de le faire sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.